va faire un tout petit peu d'économie. Voilà la planète Terre. Alors la planète Terre, comme disait Coluche, est carrée avec les yeux dans les coins. Non, la planète Terre est constituée de ressources dans une vision anthropocentrique. Donc je vais me placer du point de vue des hommes. Et du point de vue des hommes, la planète Terre, c'est des ressources. D'accord ? C'est là où c'est notre maison, c'est là où nous vivons, donc c'est des ressources auxquelles on a accès. Ces ressources, je vais les ranger en deux catégories, qui sont d'une part les ressources qui se renouvellent sur des échelles de temps courtes, je les appelle renouvelables, et d'autre part des ressources qui ne se renouvellent pas sur des échelles de temps courtes, que j'appelle non renouvelables. Alors, le minerai de cuivre est définitivement non renouvelable, il n'y a pas de transmutation à large échelle sur Terre qui réalimente le stock de minerai de cuivre. Les combustibles fossiles, c'est renouvelable si vous attendez quelques dizaines de millions d'années, c'est quand même pas une échelle de temps courte, donc je les colle dans non renouvelable. Par contre, l'herbe ou le rayonnement solaire, ça c'est raisonnablement renouvelable sur des échelles de temps courtes. Ces ressources sont toutes gratuites et elles sont le résultat de tout ce qui s'est passé depuis le Big Bang, l'ensemble étant gratuit. Donc depuis le Big Bang, soupe de protons puis tout le reste, tout un tas de processus ont pris place et aujourd'hui nous avons gratuitement le tableau de Mendeleïev et toutes les combinaisons qu'il nous offre à la surface de la planète. Tout ça a été fait gratuitement. Là-dedans on arrive et on décide d'avoir une activité productive. Alors qu'est-ce que c'est que l'activité productive pour les hommes? C'est se servir dans cette grande corne d'abondance de ressources et transformer les ressources pour en faire autre chose qui est plus intéressant que la ressource initiale. Par exemple, j'ai des silex bruts, c'est plus intéressant d'avoir des silex taillés pour courir derrière mes proies. Par exemple, j'ai des cerfs, c'est plus intéressant d'avoir des bois de cerfs taillés pour en faire un certain nombre de choses, etc. Donc l'activité productive des hommes, c'est juste, je me sers dans les ressources existantes, je les transforme, transformation, énergie. Donc j'utilise de l'énergie, à l'époque évidemment juste celle de mes bras, de mes jambes et du feu, et j'en fais autre chose. Et puis avec le temps, on va augmenter l'énergie qu'on va chercher à avoir à notre disposition, donc je vous le redis, 500 000 ans de transition énergétique, ce qui va permettre d'augmenter la capacité productive de tout un chacun. Donc on extrait plus vite des ressources et on les transforme plus vite. Dès qu'on extrait de l'environnement des ressources non renouvelables pour les transformer en d'autres choses, le stock de ressources non renouvelables baisse. Alors au début, il ne baisse pas vite. Encore que, il semblerait par exemple que sur les silex, il y ait pu y avoir des pénuries locales au Paléolithique. Donc on a pu avoir de temps en temps des pénuries locales de ressources. Ne rigolez pas parce qu'à l'époque, ils en crevaient. Et puis, avec le temps, on a également compris qu'il y avait une partie de ce qu'on transformait qu'on pouvait garder pour accélérer la transformation future. Ça s'appelle le capital. Donc le capital, c'est la partie de la production qui ne se consomme pas tout de suite et qui est réutilisable pour augmenter la production future. Alors tout ça est vachement bien, nous croissons et multiplions, on produit de plus en plus, donc on vide de plus en plus vite les stocks non renouvelables, et puis à un moment on devient tellement productif et tellement nombreux qu'on se met également à commencer à vider les stocks renouvelables. Donc aujourd'hui on a commencé à vider les stocks d'espèces par exemple, qui étaient renouvelables, on a commencé à vider les stocks de forêts, qui étaient renouvelables, on a commencé à vider les stocks de poissons, qui étaient renouvelables, etc. On commence même à vider les stocks de sol, qui se renouvellent lentement. Donc on a commencé à vider un certain nombre de stocks, qui étaient renouvelables. Et puis, j'ai dit transformation, j'ai donc dit énergie, mais j'ai dit transformation, j'ai aussi dit sous-produit indésirable de la transformation. Parce que quand vous transformez, il y a toujours un moment où vous avez un sous-produit indésirable de la transformation. Ces sous-produits indésirables de la transformation, on leur a donné un nom en français, ça s'appelle la pollution. Donc la pollution, c'est tous les sous-produits indésirables de la transformation, c'est-à-dire ceux qui vont avoir un effet que nous ne recherchons pas, et non seulement on ne le recherche pas, mais ils nous enquiquinent plutôt. Donc en gros, la pollution, c'est tous les emmerdements. Et alors, dit en termes plus orthodoxes, c'est tous les produits qu'on va introduire dans l'environnement et qui vont avoir pour effet de dégrader la qualité des actifs restants. C'est ça la pollution. Là-dedans, vous pouvez faire rentrer avec cette définition le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, la surpêche, etc. Et alors dans cette affaire, l'économie que nous avons mise sur pied, que je vais détailler dans pas longtemps, consiste à compter ce flux annuel-là et à considérer qu'il n'y a que ça qui compte. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc en gros, on compte le moment où on transforme, puisque la transformation c'est l'action de l'homme et que l'argent ne paye que des hommes. Donc dans cette affaire-là, on a décidé que le seul marqueur de ce flux du système que je vous présente là, c'est la contrepartie monétaire du flux de transformation annuel. Et ce flux de transformation annuel, dans le jargon des économistes, s'appelle le PIB, la contrepartie monétaire.
On aurait tout aussi bien pu avoir une comptabilité qui dirait je compte en plus ce que je fais, en moins ce que je détruis, et puis le jour où la valeur marginale de la dernière voiture que j'ai construite est inférieure à la valeur marginale des derniers bouts de minerai de fer, de minerai de cuivre, de minerai de lithium, de tout ce que de vanadium, de chrome et de combustible fossile que j'ai utilisé pour faire cette voiture, je m'arrête de faire des voitures et je vis happily ever after avec les voitures existantes. Vous voyez bien que ce n'est pas ça qu'on fait. En fait, le système économique est un système sans limite absolue. Rien dans le système économique ne vous dit quand le PIB atteindra 80 000 milliards de dollars sur Terre, ça s'arrête. On a fait un système qui est potentiellement infini. C'est pour ça qu'il est si séduisant. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'il y a 2 siècles, quand on commence à théoriser l'économie, vous avez un certain nombre de gens qui font l'observation suivante. Ils disent l'économie, c'est la gestion de ce qui est rare. Ce qui est rare il y a 2 siècles, c'est quoi? C'est le facteur humain. Vous avez plein d'espèces, plein d'espaces, plein de monde. Les États-Unis sont à peine au début de leur colonisation. La Russie est immense, etc. On ne sait pas jusqu'où va l'océan. Pas de problème de ressources. Ce qui est rare il y a 2 siècles, c'est le facteur humain. Et donc les économistes il y a 2 siècles, à l'image de M. Say, qui a écrit très exactement ce qui est écrit ici, eh bien, se disent, au premier ordre, je vais me contenter de regarder la limitation venant des hommes, le reste, je m'en fous, je ne compte pas. Et si je considère que les ressources sont infinies, vous êtes d'accord avec moi que toute variation du stock est nulle. Delta S sur l'infini, ça fait toujours 0. Donc je vais compter pour nul les facteurs qui ne viennent pas des hommes. Approximation au premier ordre, qui est toujours celle de l'économie aujourd'hui. Donc je vais dire quelque chose qui va faire beaucoup de peine à votre directeur des études qui vient de rentrer. Toute l'économie qu'on vous apprend à l'école est fausse quand il s'agit d'approcher le système humain dans sa globalité. Quand il s'agit d'approcher des arbitrages au sein du système humain, ça marche. Quand il s'agit d'approcher la totalité des hommes dans leur environnement, ça ne dit que des bêtises. C'est pas fait pour ça. Donc, dit autrement, l'économie que j'ai apprise à l'école et qu'on apprend toujours aujourd'hui, c'est que le système productif est alimenté par 2 facteurs de production qui sont le capital humain et le travail humain, et ça suffit à remplir le supermarché. Ça ne tient pas compte des machines, ça ne tient pas compte des ressources. Alors il se trouve qu'à l'époque, on aurait pu gagner la bataille d'une autre manière. Il se trouve qu'il y a 2 siècles, M. Charles Dupin, polytechnicien, donc quelqu'un de très bien, baron de son état, fait un premier calcul de conversion en équivalent esclave. Alors à l'époque, il n'appelle pas ça des équivalents esclaves, il appelle ça des équivalents travailleurs. Et M. Dupin dit, je vais regarder en France et en Grande-Bretagne les moyens productifs dont on dispose en plus des hommes, donc lui il avait tout compris à la physique, et je vais les convertir en équivalents travailleurs humains. Donc je prends la population, j'en fais des travailleurs humains, et soit dit en passant, il comptait les enfants pour 1/4 et les femmes pour 1/2, et on se demande si c'est pas de là que vient l'expression « ma moitié » quand on parle de son conjoint. Non, je vous assure, enfin, d'où ça viendrait sinon ma moitié? Alors ça peut être la moitié d'un couple, c'est une autre explication, mais enfin voilà, on se demande si c'est pas de là que ça vient. Toujours est-il que donc il prend la population, et il prend également les auxiliaires, que sont à l'époque les bateaux, les moulins, etc. Et donc après, M. Dupin, il dit, si je prends la population et les auxiliaires, alors il devient normal que la Grande-Bretagne, qui a une population à peu près de la même taille que celle de la France, ait déjà une production industrielle 3 fois supérieure. C'est normal, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui travaillent. Il y a aussi les moulins, les animaux de trait et les bateaux. Si à l'époque, on avait écouté M. Dupin et pas M. Say, c'est pas complètement sûr qu'on aurait construit l'économie de la même manière. C'est pas complètement sûr. Et ce que dit le physicien, c'est il dit ce que j'ai à droite, c'est mes 92 éléments du tableau de Mendeleïev arrangés d'une autre manière que ce que j'avais dans les ressources initiales. C'est juste ça. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a rien d'autre que les 92 éléments du tableau de Mendeleïev dans tous les objets de la vie courante. Rien d'autre. On est d'accord? Sauf qu'on ne les a pas trouvés sous cette forme dans l'environnement. Donc je les ai trouvés sous une forme et je les ai transformés. Donc pour ça, il me faut trouver mes 92 éléments du tableau de Mendeleïev, ça s'appelle des ressources, et les transformer. Ma capacité de transformation, c'est les calculs d'ordre de grandeur que je vous ai montrés tout à l'heure, vient pour 1 des muscles des hommes et pour 200 d'Iron Man. C'est-à-dire du parc de machines que nous avons construit. C'est mon rapport de 1 à 200 que je vous ai développé tout à l'heure.
Le capital dans cette histoire, c'est fait comme le reste. C'est-à-dire que cet immeuble, qui est un élément de capital, a été fait comme le reste en transformant des ressources naturelles. Donc cet immeuble est comme le reste fait en transformant du minerai de fer, c'est-à-dire du fer et de l'oxygène, arrangé d'une certaine manière, c'est-à-dire des pierres, ressources naturelles, c'est-à-dire de la peinture, ressources naturelles, transformées, etc. Donc c'est fait exactement de la même manière, juste ça ne se détruit pas quand on s'en sert. C'est-à-dire que pendant qu'on est dans cette salle, pour votre plus grand plaisir et le mien, ça ne s'effondre pas. Et là, vous comprenez qu'il n'y a pas que les hommes qui sont un facteur limitant du système. Dans le monde moderne, l'énergie est un facteur limitant du système. Dit autrement, si je prive d'énergie mon parc de machines, je priverai mon système productif de sa capacité de production, même si les banquiers sont très sympathiques et même si les chômeurs sont prêts à aller bosser. Ça ne suffit pas dans le monde dans lequel nous vivons. Et si je prive le système de ressources, par exemple, je n'ai pas de poissons à pêcher, le PIB de la pêche est nul. Le PIB de Léon de Bruxelles est nul. Enfin, il faut qu'il passe des moules frites au steak frites, mais sinon, c'est nul. Etc. Donc, si vous n'avez pas les ressources et l'énergie, vous n'aurez pas la production, même si vous avez des travailleurs très motivés, et même si vous avez des banquiers très sympathiques. Alors, historiquement, jusqu'à maintenant, tout ça n'a pas été un facteur limitant. Le facteur limitant est effectivement les hommes. Vous avez ici la reconstitution du PIB depuis l'an 0, c'est-à-dire depuis la naissance de M. Jésus-Christ. Alors vous voyez que tant qu'on n'a pas d'auxiliaires mécaniques en quantité significative, il n'y a pas de croissance. La population est raisonnablement stable à cette époque-là aussi. À cette époque-là aussi, comme un homme est productif, comme son système musculaire et pas plus, le pays le plus peuplé du monde a le premier PIB de la planète. Et c'est la Chine, absolument. Donc la Chine aujourd'hui dit une chose dans le concert des nations, elle dit, écoutez, nous faites pas rire, pendant 2 millénaires, on a été la puissance économique dominante de la planète, alors c'est pas parce qu'un siècle de pétrole a mis les États-Unis à notre place que ça va changer notre vision du monde, donc d'abord on va retrouver notre place et ensuite on discute. C'est à peu près comme ça que les choses se présentent. Très peu d'auxiliaires mécaniques, très peu de croissance, arrivée en masse des auxiliaires mécaniques et des combustibles fossiles, et crac, les modèles économiques disent que nous allons avoir 3% de croissance pour l'éternité. Alors ne rigolez pas, il se trouve que je fais partie d'une instance qui s'appelle le Haut Conseil pour le climat, qu'on nous a présenté il y a 3 semaines la stratégie nationale bas carbone élaborée par certains de vos anciens, à qui on a obligé à dire que de diminuer fortement, de diviser par 6 à 7 la quantité d'énergie fossile qu'on rentrerait en France permettrait d'augmenter le PIB français. C'est dedans. Parce que les modèles économiques vous disent ça. Parce que les modèles économiques peuvent vous dire qu'on augmente le PIB en divisant l'énergie par 10, puisque l'énergie n'est pas un input. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Alors en attendant, ce n'est pas ça qui se passe. Moi, je vous présente le meilleur modèle macroéconomique du monde qui s'appelle une droite. Vous avez ici en abscisse la quantité d'énergie utilisée par les hommes, c'est-à-dire, je le répète, le parc de machines en service, et donc en ordonnée, la valeur économique de la production, qui suit de façon à peu près linéaire. C'est très simple, vraiment très simple. C'est valable en valeur absolue, c'est également valable en variation. Vous avez ici en vert la variation annuelle de la quantité d'énergie utilisée sur Terre, c'est-à-dire la variation annuelle du parc de machines en service, et en bleu la variation annuelle de la production économique humaine. Vous voyez que donne-moi l'un, je te donne l'autre, et donne-moi l'autre, je te donne l'un. D'accord ? Je vais vous le redire autrement. Les euros ne font que mesurer monétairement un flux que les kilowattheures mesurent physiquement. Donc c'est 2 unités de compte qui vous regardent la même chose, c'est-à-dire un flux de transformation.